Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Il m'a été confié la tâche de vous parler de la sécurité juridique des IoT, cette nouvelle cybersécurité, comment on peut l'envisager, comment on peut la promouvoir et puis surtout finalement, quelles sont les typologies de risques que nous avons, quelle est la cartographie des risques que nous pouvons avoir. Alors, vous êtes certainement au fait de tous les risques techniques et technologiques, et cela, je ne vais évidemment pas vous entretenir sur ce point-là, mais en revanche, je vais en tout cas essayer de vous donner quelques pistes de réflexion et puis ensuite quelques bonnes pratiques pour mener un projet IoT dans l'entreprise qui soit, on va dire, en tout cas, si ce n'est conforme aux réglementations, en tout cas, on va essayer d'éviter certains écueils, en tout cas, un maximum d'écueils. Alors, avant toute chose, je vais me présenter. Je suis Alexandra Barberis, je suis avocate au barreau de Marseille, comme vous avez pu l'entendre. Je suis également vice-présidente du CLUSIR PACA, le club de la sécurité informatique. C'est en ma qualité de vice-présidente aujourd'hui que je suis avec vous. Le CLUSIR, c'est une association, loi 1901, qui est le cluster de la cybersécurité. C'est une association, donc, comme toutes les associations, elle vit avec ses adhérents. Et si vous êtes peu ou prou intéressé à la cybersécurité, eh bien, je vous engage vivement, pour une somme parfaitement modique, à venir nous rejoindre et à participer à tous nos ateliers et à nos commissions de travail. Le cabinet que j'ai fondé il y a maintenant 12 ou 13 ans, en fonction des chiffres de la police ou des manifestants, est essentiellement tourné autour de la donnée personnelle, de la gestion de la donnée personnelle, de la data et tout ce qui est autour de la gestion de la donnée personnelle. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, on pense beaucoup au RGPD, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi toute la partie contractuelle. Et c'est là, je dirais, la nature même de notre présence, c'est l'accompagnement que nous faisons auprès des chefs d'entreprise qui ont à un moment donné un projet autour de la data. Alors, revenons donc à notre sujet, ce que j'ai intitulé la cybersécurité juridique, la nouvelle cybersécurité juridique. Alors, je vais essayer d'être assez claire. Nous avons donc deux propos. Dans un premier temps, les contraintes juridiques qu'on va essayer d'évacuer. Et puis ensuite, eh bien, je vais vous donner quelques conseils pour les éviter. Je voudrais que cet atelier soit véritablement un atelier pratique et que vous en sortiez avec des premières idées sur ce qu'il faut faire et surtout essayer d'éviter le faire. Alors, je pense que comme vous êtes là depuis ce matin, des définitions des objets connectés, vous avez dû en recevoir plusieurs. J'ai choisi celle de l'ARCEP parce qu'elle me semblait être la plus simple. L'ARCEP, vous savez, c'est le gendarme des télécoms qui définit les objets connectés comme donc un ensemble d'objets physiques, certes connectés, qui vont communiquer via de multiples technologies avec diverses plateformes de traitement de données. Alors, pourquoi c'est intéressant cette définition-là? Eh bien, parce que, en fait, en réalité, elle va proposer les trois éléments de la chaîne de valeur des IoT. On a d'abord les objets physiques, comme on peut les imaginer. En deuxième lieu, la connectivité. Et en troisième lieu, la donnée. Alors, il y a ici beaucoup de monde dans la salle et donc je vais faire un petit tour. Quand je vous dis objet connecté, j'en ai fait quelques exemples ici. Le premier qui vous vient à l'esprit, le premier qui vous vient en tête, quel est-il? Alors, je vous remercie de bien avoir la gentillesse de me répondre, mais pas de me laisser dans le vent. Qu'est-ce qui vous vient à l'idée quand je vous dis un objet connecté? Le smartphone. Le smartphone. La domotique. Oui, tout à fait, la domotique. Qu'est-ce qui vous vient d'autre? Vous n'avez pas le droit de prendre des exemples que j'ai déjà mis sur ma page. Hein. Oui, exactement. La télévision, le frigo, la montre, la balance, la ceinture, la brosse à dents. Et puis il y a également ensuite, dans un champ plus de santé, on a tous les outils de santé, les tensiomètres, les capteurs
d'oxygène dans le sang, les électroencéphalogrammes, tout ça, ce sont des objets qui sont connectés, dès lors qu'évidemment, ils ne sont pas branchés comme on peut l'imaginer dans un premier temps. Ça permet aussi d'imaginer toute la gestion de la chaleur et du froid dans les bâtiments. Vous imaginez aussi forcément dans un deuxième temps, s'il y a une difficulté, une fuite de données ou un problème technique ou informatique, ce que ça peut engendrer et générer comme problématique. Voilà, ça ce sont, alors on peut l'imaginer aussi dans le secteur bancaire, on peut l'imaginer dans énormément de secteurs et les objets connectés sont aujourd'hui partout et ils ne le sont pas que dans nos vies de consommateurs, ils sont aussi des objets connectés, je vais les appeler les objets connectés invisibles, ceux auxquels on ne pense pas vraiment et qui sont pour autant dans nos vies quotidiennes. Ce traitement de données, eh bien, c'est certain, je dirais que la protection de la donnée personnelle est un de mes fers de lance, c'est bien évident, mais il n'y a pas que de la donnée personnelle, il y a aussi de la donnée non personnelle qui est collectée. D'accord ? Et tout cela n'est évidemment possible, et ça vous le savez certainement, que parce qu'aujourd'hui, le big data et le cloud vont permettre des technologies de calcul qui vont donner lieu à de l'analyse, et la raison pour laquelle on a aujourd'hui un tel marché des objets connectés. Un tel marché et donc forcément de telles problématiques. Problématiques techniques que vous connaissez, il n'y a pas de difficulté, que vous avez déjà certainement vues. J'ai essayé de vous faire une rapide cartographie des risques juridiques. Je pense que vous pouvez largement vous décaler. Alors, le premier risque, quel qu'il soit, c'est le risque qui est autour du contrat, la rédaction du contrat. Vous avez vu tout à l'heure dans le schéma que nous avons vu, il y avait énormément de parties prenantes. Eh bien, le contrat, quel est-il? Celui qui va concerner la création du projet, c'est-à-dire celui qui va lier, alors je vous remontre le petit schéma que nous avons vu tout à l'heure, hein, ici, là, les opérateurs de cloud, le fournisseur de services, les agrégateurs, les opérateurs et les équipements de réseau, les fabricants de composants, le concepteur de l'objet, etc. Tous ces opérationnels, tous ces opérateurs vont à un moment donné interagir entre eux et comment nous interagissons? Eh bien, globalement par le contrat. Alors, parce qu'il n'y a pas de contrat écrit, qu'il n'y a pas de contrat, hein, n'oublions pas. Donc, ce contrat-là va donc exister au moment de la création du projet et tout au long de sa vie. Et puis, il y a aussi le contrat qui va être à destination du consommateur, que ce soit un consommateur professionnel ou un consommateur particulier. On a aussi la responsabilité, tous les risques liés à la responsabilité. La responsabilité du fait des objets connectés. Vous connaissez certainement la responsabilité du fait des objets qui sont inanimés, mais il y a aussi aujourd'hui la responsabilité du fait des objets connectés et puis la responsabilité du fait des décisions prises par les objets connectés. Je vous donne un exemple par une idée. Imaginons, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que la climatisation, enfin l'opération, le réseau qui gère la climatisation de tout un building s'arrête, ou au contraire passe en chaud absolu. On s'imagine là qu'il y a une responsabilité. Laquelle? Celle du fabricant, celle du fournisseur des réseaux, celle de l'architecture du SI. Est-ce que c'est une problématique de sécurité informatique? Eh bien, là, on va chercher la responsabilité. Et puis, on a aussi la responsabilité du fait des décisions qui sont prises par les objets connectés. Je vais vous donner un autre exemple. Lorsque vous investissez aujourd'hui en bourse, il y a énormément de décisions qui sont prises par des robots, en réalité, qui ne sont rien d'autre que des objets connectés. Et donc, il n'y a même plus de décision qui sera prise d'investir ou pas. Cette décision n'est plus prise par un humain. Donc, la question qu'on peut se poser après, derrière, c'est qui est responsable finalement si j'ai pris le bouillon? Parce que si c'est moi qui ai décidé d'investir dans le Bitcoin, c'est une chose, mais si j'ai donné mon patrimoine à mon banquier dans l'espoir d'avoir une gestion opportuniste, eh bien finalement, qui sera responsable de la décision? On a un gros risque juridique également autour de la réglementation. Aujourd'hui, la réglementation, elle est générale, c'est-à-dire qu'on va aller piocher dans ce qui existe déjà, le droit de la consommation, le droit du contrat, le droit de la responsabilité. Elle est générale, mais elle est parfaitement incomplète. Et puis, à côté de ça, on manque encore d'une réglementation spécifique. On n'a pas une réglementation des objets connectés. On a un début de réglementation de la robotique,
début de réglementation juridique de la robotique, une forme de normalisation, mais nous n'avons pas encore, en tout cas au niveau européen et français, nous n'avons pas encore de réglementation spécifique sur les objets connectés. Ce qui est donc une source d'incertitude et donc un risque. Une source d'incertitude parce que si aujourd'hui je monte un projet autour d'un objet connecté et que finalement la loi vient me l'interdire dans 3 ou 5 ans, eh bien j'aurais pris un risque juridique d'investissement financier. Et puis on a également le risque qui est classique, je dirais, du contentieux. Un risque de contentieux autour d'une fuite de données, par exemple, comme le RGPD peut en connaître d'ores et déjà. On a des problèmes avec la CNIL, on a des problèmes avec l'ARCEP, on a des problèmes avec l'AMF, toutes les autorités administratives et indépendantes qui, à un moment ou à un autre, en fonction de votre secteur d'activité, vont venir vous demander ce que vous avez fait et dans quel sens vous êtes allé, pourquoi vous avez décidé pourquoi vous avez pris un certain nombre de ces décisions. Voilà, c'est globalement la cartographie assez classique des risques juridiques que l'on prend. Alors, attention, hein, ces risques ne sont pas tous immédiats, leur probabilité est plus ou moins grande en fonction de certains. Ce sont des risques que l'on prend au quotidien, hein, quel que soit le business que l'on monte, que ce soit un outil ou que ce soit un autre business. Mais on a aujourd'hui, je dirais, un champ des possibles très très large, tout simplement parce que finalement, comme il n'y a pas de réglementation spécifique, eh bien, on ne sait pas exactement à quoi se rapprocher. Alors, quelles sont les sources de risques importantes? Je vous en ai extrait 3 parce qu'il me semblait que c'était ceux qui pouvaient être les plus prolifiques. On a une première problématique autour des infrastructures de connectivité. On l'a vu tout à l'heure, les objets sont par essence connectés et donc pour qu'ils le soient, eh bien, il faut des infrastructures. Ils vont se connecter, alors les infrastructures qui existent, et puis il y en a certainement peut-être un jour, certaines qu'on ne connaît pas encore, des réseaux filaires, des réseaux sans fil, des réseaux mobiles, etc. Et puis parfois, parce que l'usage le nécessite, on va avoir l'utilisation de plusieurs de ces réseaux pour permettre à l'outil, à l'objet, d'atteindre son objectif et d'atteindre son usage. Eh bien, ces réseaux sont hétérogènes, ils sont complexes, et forcément, source de difficultés d'interprétation, de contentieux, surtout dans la recherche de la responsabilité. Comme on l'a vu tout à l'heure, finalement, je dirais, un objet connecté qui permettrait de suivre un container qui viendrait sur un bateau et qui traverserait le monde entier, le jour où il ne fonctionne plus, finalement, alors quand il arrive au port, eh bien, il se connecte au réseau sans fil du port. Lorsqu'il est en mer, il va se connecter à un autre type de réseau, qui serait plus, je dirais, enfin, voilà, des réseaux plus complexes. Pardon. Et donc, finalement, il y a logiquement des responsabilités différentes. Bonjour. Des responsabilités différentes qui vont se mettre en place. Ensuite, la deuxième source de risque principale, à mon sens, c'est cette connectivité et donc forcément cette itinérance. Je le disais tout à l'heure, lorsque vous achetez sur Amazon et que vous voulez savoir où est votre colis, eh bien, globalement, l'information, vous la conservez. Et c'est grâce à des objets connectés que vous pouvez avoir cette connaissance. Cette information-là, elle est forcément, puisque vous avez acheté dans un autre endroit du monde, vous avez forcément, éventuellement, mais impérativement, un transfert de données qui va se faire hors de l'Union européenne. Alors, si vous achetez un produit aux États-Unis, en Argentine, en Chine, comme on le fait beaucoup aujourd'hui, eh bien, vous avez des flux transfrontaliers de données. Dès lors que cela concerne un paquet, c'est une chose. Mais en revanche, si ça va concerner des données personnelles qui vont se transférer, eh bien, la question qu'on va se poser, c'est justement la responsabilité de celui qui va collecter les données personnelles, sa responsabilité dans ce flux transfrontalier de données.
Là, la solution, je vous en ai déjà un tout petit peu dit tout à l'heure, mais la solution, c'est vraiment le respect de la réglementation RGPD, et c'est ce qu'on appelle le privacy by design, on le verra un petit peu plus tard. Et la troisième source de risque, eh bien, réside dans la sécurité et dans la confiance que l'on va donner, que l'on va mettre dans ces objets connectés, dans ces IoT. Elle a trois sources. D'abord, eh bien, comme toujours, hein, l'exactitude, la fiabilité et l'intégrité des données. Donc ça, il va falloir que nous arrivions, nous, en tant que producteurs, à le démontrer, à l'assurer, en tout cas, à nos utilisateurs. Il y a également, je dirais, l'autre axe, le deuxième axe, c'est la protection des données personnelles et également la propriété des données des entreprises. Pourquoi ? Bien parce que les entreprises vont avoir, à un moment donné, vont être vont avoir une forte appétence à la confidentialité, parce que ça va constituer leur patrimoine immatériel, tout ce qu'elles vont créer, toute cette recherche et développement, tout le projet, l'intégralité du projet R&D, l'intégralité du projet IoT va permettre de valoriser l'entreprise. Et donc, je dirais, le niveau de protection qu'elle va mettre au niveau concernant ces recherches-là, eh bien, ça va permettre de donner confiance à l'utilisateur. Et puis enfin, comme vous l'avez certainement vu il n'y a pas très longtemps, la sécurité et la résilience des infrastructures. Plus l'infrastructure est sécurisée et éventuellement résiliente en cas d'atteinte à sa sécurité, et plus la confiance intervient dans la relation. Ces trois sources de risque, il est bien évident qu'elles sont diverses et elles sont présentes de façon hétérogène en fonction de votre projet, c'est certain. Mais je voudrais faire le focus sur les données personnelles, puisque, vous l'avez compris, c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur. Quels que soient les objets, quelle que soit la montre que vous portez, quel que soit l'outil, quel que soit le téléphone que vous avez, eh bien, il va collecter énormément de données. Les données sur votre localisation géographique, c'est une partie de géolocalisation. Il va connecter également des données, si vous avez rentré des informations personnelles sur vos proches, vos clients, vous avez des données dans vos téléphones. Vous les avez également sur vos montres. Vous avez pu également inspecter, par exemple, vous avez pu mettre une caméra vidéo dans votre maison de campagne ou dans votre appartement. Eh bien, lorsque cette caméra aura filmé, eh bien, vous aurez capté une donnée personnelle de celui qui va évidemment être filmé à ce moment-là. Ce n'est pas forcément d'intrus. Vous avez évidemment les empreintes digitales, vous avez toutes des informations, je pense là au frigo, mais vous avez des informations qui sont très intéressantes sur la gestion de votre alimentation, qui va pouvoir être éventuellement interceptée par des assurances, qui seraient intéressées de savoir comment vous vous alimentez pour connaître votre niveau de risque médical. Voilà, toutes ces informations qui sont là, toutes ces informations, toute cette vague de données personnelles, cette énormité de données personnelles, eh bien, il va falloir que vous ayez conscience que ça, lorsque vous montez un projet IoT, vous allez le collecter, quelle que soit l'idée que vous avez, parce qu'il est déjà collecté. Et donc, la question à laquelle j'ai envie de vous répondre, c'est comment vous allez éviter les écueils. C'est un petit peu la deuxième partie de notre matinée, de cet atelier. Eh bien, comme tout projet, lorsqu'on commence, on va penser à un audit juridique. On va réfléchir à un audit juridique de l'environnement du projet, de toutes ces étapes. De la conception, on va vérifier avec qui on peut travailler, les partenaires, les développements qui va le faire, le développement technique, le développement commercial. On va également faire un audit de la réglementation. Quels sont les droits fondamentaux, quels sont les droits commerciaux que l'on va pouvoir invoquer, quels sont les droits qui pourraient être éventuellement violés, ceux qui pourraient nous poser problème et ceux au contraire qui pourraient être des solutions.
On va aussi ensuite dresser, donc, c'est ce que je vous disais, une cartographie de tous nos partenaires, de tous nos sous-traitants, et on va évaluer leurs propres responsabilités en fonction des nôtres, et surtout en fonction du projet que l'on a, évidemment. J'évoquais tout à l'heure la propriété intellectuelle, la confidentialité, tout ce qui va concerner la recherche et le développement. Il est bien évident que ça doit souffrir d'une particulière confidentialité et de contraintes, d'où l'introduction de mon propos, une particulière importance. Et puis finalement, cet objet connecté, ce projet que vous avez, à quoi il va vous servir? Est-ce que c'est simplement de vérifier la température dans un sous-sol, ou bien c'est de savoir à quel moment vous avez envie de respirer, à quel moment il faut vous lever, parce que votre montre finalement vous a dit qu'il faut vous lever parce que vous ne faites pas suffisamment d'activité. Eh bien, cet usage-là, l'usage lié à l'objet connecté, eh bien, il va forcément impacter la responsabilité que vous pourrez avoir. Cette documentation va vous permettre de savoir où commence et surtout où s'arrête votre responsabilité. Et je l'évoquais tout à l'heure, la conformité à la réglementation du RGPD, ce Privacy by Design, eh bien, c'est comment vous allez prendre en considération la réglementation sur les données personnelles dès la conception de votre projet, qui va vous permettre au final de penser la sécurité informatique, évidemment, mais également la sécurité juridique. Alors, des conseils très pratiques. Avant le projet, eh bien, avant le projet, on va définir les responsabilités. Lorsqu'on est autour de la table, on va considérer que partager, c'est pas toujours très simple, j'en conviens, hein, mais partager les responsabilités, les définir, les attribuer, même si ensuite elles peuvent évoluer, ça permet je dirais que ça permet de se rendre compte de ce à quoi on s'engage, et surtout ça permet d'exiger de nos partenaires qu'ils aient le même niveau d'engagement et le même niveau de connaissance sur leurs propres responsabilités. Connaître son périmètre et savoir ce qui vous incombe et ce qui incombe de protéger et de partager. Et puis, je sais qu'aujourd'hui c'est très à la mode, mais malgré tout, ça reste pas suffisamment utilisé, mais instaurer une gouvernance des données. Qui y a accès? Comment? Pourquoi? Quelles sont les finalités? Pourquoi je collecte tel type de données et pas tel autre? Combien de temps je vais les conserver? Comment sont-elles conservées? Quel est le groupe qui va pouvoir le décider? Eh bien, tout cela, cette gouvernance de données-là, même si, en effet, elle va évoluer avec le temps, parce que le projet n'est évidemment pas figé, même si elle va évoluer avec le temps, il faut la penser au tout début du projet, avant même le projet. Avant même le projet. Pendant l'exploitation, parce qu'un IoT, évidemment, un objet connecté, un projet, si vous, j'espère du reste pour vous, hein, si le projet se aboutit et voit le jour, eh bien, vous allez avoir un temps assez long entre le moment de la création et le moment de la fin de l'objet, la fin de ce projet, en tout cas, je dirais, de l'obsolescence. Eh bien, pendant toute l'exploitation, il va falloir que vous pensiez sécurité informatique et sécurité juridique. Sécurité en interne et sécurité en externe. La sécurité en interne, c'est-à-dire que lorsque vous êtes dans l'entreprise, eh bien, pensez la sécurité juridique. L'élaboration d'une politique de sécurité, la PSSI, sensibiliser vos collaborateurs, sensibiliser-les aux risques, sensibiliser à la sécurité, sensibiliser-les aux fuites de données. Pensez également à l'élaboration d'une charte d'utilisation. Il n'y a pas aujourd'hui suffisamment d'entreprises qui disposent de chartes d'utilisation des outils informatiques. Eh bien, passons directement à la charte d'utilisation des IoT presque, sans oublier tout ce qui concerne l'outil informatique en lui-même. Et puis, il faut penser aussi à sécuriser le projet en externe. Lorsque je vais le vendre, finalement, cet objet connecté, que je le vende à des partenaires commerciaux, que je le vende à des entreprises ou que je le vende à des utilisateurs, personnes physiques, des consommateurs, eh bien, ça passera forcément par le contrat. Les conditions générales d'achat, les conditions générales de vente, les conditions générales d'utilisation de l'objet que j'ai vendu, eh bien, tout ça, c'est de la sécurité juridique. Et puis, il y a aussi la chaîne de contrat. C'est-à-dire que je ne l'ai pas forcément fabriqué, cet objet. Je l'ai pensé, je l'ai imaginé, mais je l'ai fait fabriquer. Et donc, finalement, la chaîne de contrat va permettre de se souvenir de qui a fait quoi.
et donc d'évaluer et d'attribuer les responsabilités. Si c'est une défectuosité au niveau du produit en lui-même, ce ne sera pas la même responsabilité que si c'est une défectuosité au niveau du SI qui va le faire fonctionner, ou du réseau sur lequel il est attaché. D'accord ? Voilà, alors des bonnes pratiques évidemment comme on le voit aujourd'hui. Et enfin, je sais que c'est difficile d'y penser au tout début, mais comme on le dit souvent chez les avocats, lorsqu'on se marie, pensez d'abord au divorce. Et comme ça, le divorce n'aura pas besoin de le gérer. Eh bien, il faut également penser la fin de la vie, penser la fin du projet. Parce que les informations que vous avez collectées, eh bien, il va falloir penser ce qu'on va faire, à ce que vous allez en faire lorsque l'objet va disparaître. Il faut également réfléchir au fait que dans le HPD, il y a une notion de portabilité qui est un petit peu similaire à la notion de réversibilité. Finalement, si l'un de mes utilisateurs souhaite récupérer ses données personnelles pour partir chez un concurrent, eh bien, comment je fonctionne? Est-ce que c'est possible? Comment je lui transmets cette information? Et puis finalement, si le projet est abandonné, est-ce que je détruis toutes les informations que j'ai collectées ou pas? Est-ce que je les vends ou pas? Eh bien, tout cela, finalement, toutes ces questions-là, c'est la partie qui n'est pas forcément que vous n'aimez pas forcément, vous, parce que vous êtes des porteurs de projets, donc c'est pas ça qui vous intéresse. Mais pourtant, c'est une partie qui est forcément, je dirais, qui est impérative si vous voulez que votre projet soit mené à bien. Voilà, j'ai essayé de ne pas être trop long parce que j'aimerais bien que vous posiez vos questions, parce que je pense que c'est plus intéressant si les questions viennent de vous. Et là, il nous reste un quart d'heure pour que vous puissiez éventuellement me poser vos questions. On m'avait demandé de rester une demi-heure et donc j'ai relevé le gant. Donc je vous écoute, surtout n'hésitez pas à poser les questions qui vous viennent à l'esprit. Alors, est-ce que vous avez des projets dans le domaine des objets connectés? Non. Non. Bon. Alors, si vous n'avez pas de questions, je suis à votre disposition juste après, hein, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai une question en fait par rapport à une entreprise qui porte un projet autour de ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, elle va se poser et elle va réfléchir à l'ensemble des possibles qui peut lui arriver, que ce soit du hacking, que ce soit des personnes qui récupèrent ta donnée. Et elle va faire appel en fait à un avocat. Donc, votre spécialité, c'est du coup la cybersécurité. Et est-ce que ça veut dire qu'une fois qu'elle aura établi le contrat, ça aura pris l'ensemble des possibles, ou est-ce que, à un moment donné, il s'est passé quelque chose et qui n'a pas été pris en compte en fait, dans le contrat? Alors, je vais reformuler votre question pour nos deux auditeurs qui n'ont pas forcément très bien entendu, mais donc la question c'est plutôt du périmètre de mon intervention, en tout cas du périmètre de l'intervention de quelqu'un qui va vous accompagner. Donc en effet, dans l'entreprise, on a énormément de questions et on n'est pas forcément toujours à même de répondre à toutes. Mais en revanche, une chose est sûre, c'est que si on parvient à intervenir en tant qu'accompagnant dès le début, on aura plus de chances de répondre à toutes les questions que vous posez. En revanche, sur votre dernier point, la question du contrat, eh bien, il n'y aura jamais qu'un seul contrat. En tout cas, c'est assez rare, puisqu'il y a déjà les conditions générales de vente, les conditions générales d'utilisation, les conditions générales d'achat, il y a la politique de gestion des confidentialités, la charte d'utilisation des objets connectés, et donc ce sont déjà des actes finalement. Et quoi qu'il en soit, ça reste un contrat, même si ce sont parfois des contrats auxquels on va souscrire sans signer, mais ça reste du contrat. Et puis il y a aussi des contrats que l'on va passer avec nos fournisseurs.
D'accord? Tout cet environnement contractuel-là, je vais répondre ce que les clients détestent toujours, ça dépend. Hein, voilà, bon, c'est pas très simple, je suis d'accord, mais tout dépend de votre projet, évidemment. Hein. Et la réponse, elle va être très précisément celle que votre projet va nécessiter. C'est-à-dire que si vous n'avez pas besoin de conditions générales de vente parce que vous avez uniquement des professionnels et qu'avec eux, il n'y a que votre contrat de partenariat, on ne va pas suramender, hein, on ne va pas écrire pour écrire. Hein, c'est pas grave, hein. Si vous connaissez parfaitement bien votre fournisseur et que vous avez signé ces conditions générales de vente à lui, il n'y a pas besoin de faire un contrat supplémentaire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que tout ça, tout ce périmètre d'une intervention va se jauger à l'aune de votre besoin. Mais sur le principe, oui. En fait, c'est-à-dire que c'est là que j'essaie de prêcher cette parole-là, c'est que finalement, il vaut mieux être dans un apprentissage et dans un début plus lent, peut-être plus laborieux, que d'arriver beaucoup plus tard, au moment de la fuite de données, au moment où on se rend compte que finalement, tout ce que l'on a investi, eh bien, est en train de se perdre, quoi, finalement. Voilà. Outre derrière le shame, hein, c'est-à-dire le name and shame, c'est-à-dire la mauvaise réputation, la perte de confiance, que l'on ne peut pas forcément toujours évaluer financièrement, mais il n'en demeure pas moins que des petites structures comme les nôtres, on a plus de mal à s'en remettre. Et mon autre question, elle portait sur la RGPD justement. Moi, je l'ai expérimenté en tant que cliente, là où j'étais plus cliente, c'est que je n'ai pas vécu seule, je pense qu'il y a d'autres personnes qui l'ont expérimenté, c'est que en fait, vous envoyez un mail, vous téléphonez en demandant d'être retiré des fichiers. Et en fait, là, je me dis, bon, pour les entreprises qui ont quand même une notoriété, qui sont grandes, etc., ça veut dire qu'à un moment donné, en fait, elles ne respectent déjà pas ça. Et surtout, il n'y a peut-être pas de conséquences. Normalement, il y en a. Enfin, elles doivent payer, je pense, des amendes, etc. Mais en soi, je trouve ça très embêtant de toujours recevoir des choses alors qu'on a exprimé le fait qu'on ne souhaitait plus les recevoir. Et donc, ça veut dire que, en fait, la RGPD la respecte, quoi, cette réglementation, j'ai l'impression. Alors, c'est une réglementation qui est très complexe et qui est difficile, qu'il est difficile de respecter intégralement. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a aussi la question de savoir, ce que vous évoquez, c'est la gestion des demandes. D'accord? C'est dans les très grandes entreprises, on va citer par exemple la Redoute ou Sarenza, enfin, que l'on connaît bien et qui sont très prolixes en matière de mail. C'est quelque chose qu'ils ont énormément de mal à gérer, en effet, parce que les demandes sont très très fortes. Donc là, en effet, là où je suis entièrement d'accord avec vous, c'est qu'ils auraient dû, parce qu'ils n'ont pas forcément fait, mais ils auraient dû mettre en place une vraie politique de gestion de ces demandes-là. Alors, attention, hein, il n'y a jamais d'eau dans le désert, hein, mais dès lors qu'on n'est pas content, on enjoint à la CNIL de procéder à un certain nombre de mises en demeure, et on va finir par y arriver. C'est une réglementation qui est récente, malgré tout, en tout cas sur ce point-là tout particulièrement. C'est une obligation qui est récente, qui n'est pas très simple à mettre en œuvre, surtout pour les très grosses entreprises, et donc, sans pour autant donner plus de temps que ce qui a déjà été, hein, mais par la force des choses, les entreprises y viendront, tout simplement parce que finalement, ils auront en effet subi, outre les amendes de la CNIL, mais également être pointé du doigt en permanence. Hein, c'est-à-dire qu'on sait que demain, on saura, peut-être, j'imagine, du reste, alors on a un peu dévié des habitudes, mais j'imagine très bien un site qui pourrait recenser les entreprises qui ne respectent pas, c'est la procédure. Ça pourrait être intéressant d'avoir ce name and shame en disant, voilà,
sachez que si vous mettez votre adresse email sur le site de hop, eh bien, vous avez très peu de chances de voir disparaître, de le voir disparaître de leur base de données et à un moment donné où il reviendra. Voilà. Donc oui, en effet, c'est une réglementation qui n'est pas simple à mettre en œuvre et à respecter intégralement. Et je dirais que nous avons une dernière question, parce que je vois que Moi, j'ai une question. Ben... Je l'ai pour ça. C'est gentil. Je croyais que vous étiez... Ah, voilà, très bien. Alors, Martine nous dit, en cas de cyberattaque, sur qui retombe la responsabilité du vol des données, les serveurs qui les hébergent, ceux qui auraient dû mieux les coder lors de la récolte? Eh bien, alors Martine, c'est exactement la question sur laquelle nous étions tout à l'heure, c'est bien justement ça, la problématique de la responsabilité. Eh bien, qu'on soit dans le cadre de l'IoT ou qu'on soit dans le cadre plus général de la collecte de données, eh bien, la question est toujours la même, finalement. La première responsabilité, c'est toujours celui qui collecte la donnée personnelle. C'est la toute première responsabilité. Là où j'insiste un peu, et peut-être que vous trouvez que c'est un peu lourd, mais là où j'insiste lourdement sur la problématique du contrat, c'est de savoir comment je divise ma responsabilité. C'est-à-dire que je suis responsable en tant que collecteur de la donnée, certes, mais ensuite, je vais la stocker quelque part. Et donc, finalement, comment je vais alimenter ou comment je vais réduire ma propre responsabilité? Eh bien, par le truchement du contrat. Ça veut dire qu'avec je vais avoir un contrat avec mon hébergeur, je vais avoir un contrat avec mon fournisseur de sécurité informatique, je vais avoir un contrat, alors j'ai décidé de les chiffrer ou pas, j'ai décidé de les laisser chez Google ou pas, j'ai décidé de les laisser chez OVH ou pas. Eh bien, toutes ces questions-là, finalement, ça engendre un certain nombre de responsabilités, elles sont toutes différentes. Et c'est là qu'on intervient. Et donc, oui, en effet, si on décide de les chiffrer et qu'elles sont pour autant déchiffrées et qu'elles sont pour autant volées et utilisées, eh bien, je dirais que il ne faut pas oublier que le RGPD est une obligation de moyens en termes de sécurité informatique. C'est-à-dire qu'il faut mettre, toute l'entreprise a mis tous les moyens nécessaires au niveau de la sécurité. Il n'y a pas d'obligation de résultat. Donc, on peut parfaitement imaginer qu'un cybermalveillant, qu'un cyberattaquant déchiffre et utilise quand même les données qu'il a volées. D'accord? Donc là, forcément, comme j'ai fait le nécessaire, eh bien, ma responsabilité en sera fortement diminuée. D'où le contrat. On est d'accord? Si au moins vous sortez de là avec le contrat en tête, je suis OK. Question. Oui. Quand vous dites qu'il n'y a pas de réglementation européenne ou française autour des IoT, de quel type de réglementation vous parlez? Il n'y a pas de loi qui règle les objets connectés, absolument pas, comme pour l'instant il n'y a pas encore complètement de loi qui réglemente l'intelligence artificielle, parce qu'on ne connaît pas encore véritablement la définition, on ne connaît pas encore les tenants et les aboutissants. Ça pourrait être une réglementation qui fait un partage différent de responsabilités. D'accord? On pourrait imaginer, par exemple dans le RGPD, il est précisé que l'utilisateur peut refuser qu'une décision le concernant soit prise uniquement par un raisonnement informatique. D'accord? Eh bien, on peut imaginer que dans une réglementation, alors ça c'est simplement dans le cadre des données personnelles, on est d'accord. Mais comme je le disais tout à l'heure, imaginez le robot qui va prendre une décision d'investir ou pas sur un marché ou un autre, il n'y a absolument aucune donnée personnelle là-dedans. Okay. Et bien pour autant, et finalement, à aucun moment, je peux interdire à mon banquier d'utiliser ce système-là. Si ce n'est évidemment le contrat que j'avais avec lui, évidemment. Mais voilà. Donc il n'y a pas aujourd'hui de réglementation, il y a un tout début de réglementation sur la robotique. Il y a des jurisprudences ou pas du tout? Hormis d'abus, l'histoire de l'abus du robot qui a inventé autre chose, il met vraiment volontaire. Est-ce qu'il y a des jurisprudences sur les outils? Non. Pas du tout. Là, aujourd'hui, on est sur de la responsabilité très, très basique. Hein. On n'a même pas, finalement, vous savez, on se raccroche au droit de la consommation classique, générale, et on a simplement ajouté une information précontractuelle, c'est-à-dire que lorsque je vends un objet connecté à un consommateur,
je dois l'informer de façon précontractuelle, très particulièrement sur le fait que c'est un objet connecté et qu'il y a des problématiques de sécurité. D'accord? Donc, on est vraiment dans. C'est minime, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que vous avez les chiffres plus que moi, parce que depuis ce matin, vous avez dû en entendre parler, mais il y a des milliards d'objets connectés dans le monde, et en France aussi, certainement, hein, le nombre de produits que l'on a sur nous. Quoi, hein. Et pour autant, finalement, on ne sait pas. Tiens, regardez, imaginez, cette montre-là, est-ce que je sais le nombre de données personnelles qu'elle a collectées depuis ce matin où je l'ai ce matin ou okay. Comment je peux être certaine de la qualité et de la quantité des données personnelles? Ça pourrait être une question qu'on pourrait poser. Et par exemple, comme pour le RGPD, où on peut demander à un de nos prestataires de nous dire ce qu'il détient sur nous comme information personnelle, et bien on pourrait demander à un fournisseur d'objets connectés quelle typologie de données il va détenir sur nous, combien de temps il les a stockées, où est-ce qu'il les stocke, même si ce ne sont pas des données personnelles finalement. Il pourrait y avoir en effet des contrats interdits, il pourrait y avoir des choses qu'on ne peut pas vendre à des mineurs. Enfin, je dirais que comme le droit irrigue tout, on est bien d'accord, ça je pense que vous l'avez bien compris, c'est certain, mais on n'a pas encore pensé ce problème-là. Ça va venir, hein, n'hésitez pas, l'Europe travaille dessus. Quand vous vous connectez sur un site, c'était pour revenir, quand vous avez dit que par rapport à la RGPD et la robotique, un utilisateur peut demander à ce qu'une décision prise à son égard ne soit pas uniquement attribuée à un robot ou à un algorithme, oui. Mais que les banques peuvent quand même le faire. Je n'ai pas compris exactement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mesures qui sont prises à cette rencontre, que le contrat permet de contourner cette loi. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le RGPD, le règlement européen, permet à l'utilisateur d'interdire, par exemple, je vais vous donner un exemple, une décision médicale soit prise uniquement par un algorithme. Parce que cela va gérer de la donnée personnelle. Et donc là, on va pouvoir utiliser le RGPD, parce que c'est de la donnée personnelle. Mais dans l'exemple que je citais tout à l'heure, c'est-à-dire un algorithme qui déciderait d'investir ou pas sur un marché financier, il n'y a pas de données personnelles là-dedans. Donc on ne peut plus utiliser le RGPD. Okay, je vois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, par contre, on ne peut pas interdire à son banquier, enfin en tout cas, on peut toujours lui dire qu'on ne veut pas, mais dites-vous bien qu'il aura cure de ce que vous lui demandez. On ne peut pas lui interdire d'utiliser l'algorithme pour investir sur ce marché-là en particulier, le marché du riz ou du sable. Vous voyez, c'est vraiment deux choses différentes. Aujourd'hui, on ne peut pas encore le faire. Mais on pourrait l'imaginer, par exemple. Dans ce cas-là, il y a un cas de figure qui, je ne sais pas exactement où le situer. C'est dans le cas des attributions Parcoursup qui prennent en compte notamment les résultats scolaires et la localisation et qui est géré par un algorithme. Du coup, la RGPD. Là, on est dans le RGPD. D'accord. Là, c'est de la donnée personnelle. Parce que vous avez Parcoursup, c'est justement ce qui a été le problème de Parcoursup. Oui, bien sûr. Ça, je pense qu'il y a des gens qui sont concernés pour l'instant du RGPD. Pour contrer les choix que Parcoursup avait fait pour eux. D'accord, oui, pour faire une sorte d'appel. C'est ça, exactement. Exactement. Voilà, je ne pensais pas à Parcoursup, mais très bien, merci pour l'exemple, je m'en souviendrai. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je ne connais pas trop en informatique, mais est-ce que par exemple, quand vous vous connectez sur Internet, dans vos activités classiques, il y a des personnes qui passent par une navigation privée qui permet en fait de ne pas tracer. Mais je pense que non, en fait. Moi, je ne le fais pas, on en a parlé, mais on est quand même tracé du coup. Alors, ça dépend. Je sais, c'est pas facile à entendre. Alors, bon, vous avez vos fournisseurs d'accès Internet habituels, Google Chrome, bref. Vous avez la possibilité, en effet, d'avoir cette espèce de navigation privée. Là, il faut être très honnête, la navigation n'a rien de privé. Google continue à vous tracer et à vous traquer, il n'y a pas de difficulté. Ensuite,
vient là-dessus la thématique des cookies. Vous avez tous bien entendu connu. Donc, même si vous utilisez un serveur privé et que vous acceptez les cookies, et bien évidemment, vous continuez à être tracé, puisque le cookie, c'est simplement un tout petit programme qui est collecté par votre ordinateur et qui permet à celui qui l'a déposé chez vous de vérifier où vous êtes allé entre deux connexions. Globalement, vous continuez à être tracé. Mais en effet, il existe certaines mesures pour ne pas être complètement tracé sur Internet. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans, mais oui, en effet, ça existe. C'est possible. Hein. C'est possible de surfer de façon anonyme. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles. La question n'est pas là. Mais on est toujours dans la responsabilité quand même. Je vous en prie. Merci à vous. En tout cas, s'il y a plus de questions, je vais